Nous allons prendre maintenant le troisième point. Démontrer notre maturation politique. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le livre Démontrer notre maturation politique comporte quelques pages à peine. De la page 82 à la page 90. Pourquoi? Justement parce que l'ensemble de matière est généralytique. Elle ne peut pas être extensive car j'ai tenu compte du fait qu'il y a plusieurs nations qui ont une réalité nationale donnée. Donc il fallait trouver les grands principes qui vont faire de telle sorte qu'on puisse démontrer la maturité politique de la nation. Donc c'est un projet à réaliser. Et donc j'ai pensé vous présenter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière, la structure de chaque point. La structure de chaque point est composée de 3 petits points. Le point 1, le point 2 et le point 3. Le point 1 est une introduction, je prends l'exemple du troisième point, une introduction au troisième point de mon projet de société. Le deuxième point, développement du troisième point de mon projet de société. Et le troisième point, c'est conclusion au troisième point de mon projet de société. Donc, il y a une introduction qui introduise le point, il y a un développement et une conclusion. Et c'est pour cela que nous allons vous présenter maintenant le troisième point. Je vais vous lire toute l'introduction. La démonstration de la maturation politique pour le système politique que nous devrions implanter consiste à parvenir de faire que nous prenions des décisions sociopolitiques et celles générales qui concerneraient tous les autres domaines de la vie nationale, afin que celles-ci permettent un épanouissement de la vie politique nationale qui permette à parvenir à notre entame du développement de la civilisation congolaise ou de la civilisation haïtienne ou de la civilisation de n'importe quelle nation. C'est l'introduction. Le développement, il n'est pas aussi long et je voudrais vous donner un peu sur quoi est-ce qu'il est fondé. Il y a le 2.1. Les deux algorithmes de maturation politique. Le premier point, la maturation par la révolution. Le second point, la maturation par l'éducation socio-politique. Il y a un 2.2, démontrer notre maturation patriotique, affaiblir le pouvoir exécutif sur la nation. Cela consiste à ôter les finances entre les mains de l'exécutif. Ôter les finances entre les mains des politiques. Ôter la puissance militaire aux dirigeants. Ôter la superpuissance de l'exécutif. C'est comme ça que, pour démontrer notre maturation politique, nous devons nous battre politiquement, de telle sorte que les partis politiques, les associations, la société civile, les corps intermédiaires, c'est-à-dire le patronat, le syndicat et autres, puissent être à mesure de réaliser ces quelques nombres de points. Ce n'est rien, ce n'est pas beaucoup de points, mais leur réalisation est même en elle-même une démonstration de votre maturation politique. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour démontrer que vous avez mûri politiquement, il faut affaiblir le pouvoir exécutif de la nation tel qu'il se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toutes les nations qui sont soumises à la dictature, le pouvoir exécutif est trop grand. Ainsi, le maître du pouvoir exécutif est au-dessus de tout. Je voudrais vous rappeler qu'une nation, pour qu'elle naisse, il faut une constitution. Et la constitution doit cadrer et encadrer 7 institutions. Les 7 institutions sont 1. L'exécutif, 2. Le législatif, 3.
le judiciaire. 4, la presse et les médias. 5, l'administration. 6, la force militaire ou la force armée. 7, la force armée. 7, l'éducation et les arts. C'est une répartition des grandes institutions de notre pays. C'est dans ces 7 institutions que vous trouvez des ministères. Je vous donne un exemple. Pour l'exécutif, il faut que l'exécutif nous produise la primature. Et pour le ministère de la Justice, il y a un ministre de la Justice. Pour le législatif, il y a une assemblée. Dans toutes les assemblées, il y a toujours une assemblée basse et une assemblée haute. C'est-à-dire, il y a le Parlement et il y a le Sénat. Ça, c'est pour le législatif. Pour le judiciaire, il y a un ministère de la Justice avec son parquet. Et le ministère de la Justice utilise le plus souvent la force armée pour rendre effectif et efficace les décisions de justice. C'est pour cela que vous remarquerez que le ministère de la Justice travaille avec le parquet et que le parquet travaille avec le tribunal et que le tribunal travaille avec la prison et que la prison travaille avec la police, la gendarmerie pour arrêter les personnes contrevenantes et tout. Les médias et la presse sont d'une importance capitale parce que c'est le 4e pouvoir. En fait, dans une nation où existe la démocratie, tous les pouvoirs craignent d'être épinglés par les médias et la presse. Pourquoi? Parce que le 4e pouvoir est en réalité une institution qui rend public les choses qui ne sont pas rendues publiques. Donc même le gouvernement, s'il ne travaille pas bien, lui, il a cette autorité de parler des choses que le gouvernement ne veut pas dire et de le rendre populaire. Donc c'est en quelque sorte une institution où s'exprime la population. Et c'est une expression ouverte. Car si une chose est faite à l'armée et qu'elle est cachée et qu'elle est dangereuse pour la population, dès que les médias et la presse expriment cela, eh bien, il y a des décisions qui vont être prises par-ci et par-là parce qu'il y a des forces vives qui vont entrer en action. Donc, c'est d'une importance capitale. Et puis, dans l'administration, vous avez la fonction publique et la fonction privée. Ce sont 2 machines à production de richesse, à production de bien-être temporel et intemporel. Donc, d'une importance capitale. Et puis, vous avez l'armée. L'armée doit être indépendante. En réalité, une armée moderne doit être une armée qui produise économiquement. C'est pour cela, dans les grandes nations, les scientifiques, les techniciens, les technologues, les technocrates, les nanotechnocrates, ils travaillent sous l'égide de l'armée. Les chercheurs, les innovateurs, les cerveaux, tous travaillent sous l'égide de l'armée car ils ont de l'argent et toutes les inventions, toutes les recherches qu'ils font, c'est d'abord l'armée qui doit en avoir une maîtrise parfaite et diligenter cela dans n'importe quel compartiment de la vie nationale, car il y a des travaux qui peuvent être dangereux pour la vie nationale. Donc l'armée, ce n'est pas comme chez nous où elle est là tout simplement pour conserver le pouvoir d'un dirigeant. Non. C'est très important de le savoir. Et donc, la dernière institution qui est l'éducation et les arts, là aussi, ce n'est pas la moindre. Parce qu'une nation, pour qu'elle se développe, il faudrait que son système éducatif soit performant. Et que les arts le soient aussi. Parce que dans les arts, on englobe toute la création. La créativité, l'innovation, la recherche et tout, c'est dans ce domaine-là. Donc vous comprenez que c'est tellement un domaine important qu'il travaille avec l'armée. Donc c'est un peu ça qu'on appelle les institutions d'une nation. Donc, le travail devra consister à affaiblir l'exécutif pour que l'exécutif soit comme n'importe quelle institution et qu'il y ait l'interdépendance des institutions. La liberté d'expression de chacune des institutions. Quand l'exécutif est aussi puissant que le législatif est aussi puissant
que le judiciaire est aussi puissant que le quatrième pouvoir, que le quatrième pouvoir est aussi puissant que l'administration est aussi puissante que la force armée est aussi puissante que les arts et l'éducation. Il y a un équilibre dans la nation. Forcément, il y aura un développement dans la nation. Il est important aujourd'hui d'être à mesure, n'est-ce pas, de parvenir à cela. Et pour y parvenir, vous devrez vous battre pour ôter les finances entre les mains de l'exécutif. En réalité, les finances ne doivent pas être entre les mains de l'exécutif parce que les finances sont au Trésor national qui, lui, est sous le ministère des Finances ou du budget. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que les contrats, par exemple, pour la commercialisation des matières premières, c'est le chef de l'État qui les signe. C'est extraordinaire. C'est impensable. Ce sont ces contrats-là qu'il faut rompre. Mais vous lui donnez la capacité de tout mettre dans sa poche. Or, si c'est le ministre des Finances qui signe, il travaille toujours avec son trésorier. Ils devront rendre compte parce qu'il y a une autorité au-dessus d'eux. Dans le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et la présidence. Donc, vous voyez qu'il y a une liberté d'exécution, il y a une transparence, et comme ça, votre pays va se développer. Mais quand l'argent de votre nation tout entière est entre les mains du président, vous allez faire quoi? C'est une dictature et vous ne pourrez même pas rompre cette dictature. Bien, c'est très important que nous le sachions. Et ensuite, ôter les finances entre les mains des politiques. Alors, c'est quoi ôter les finances entre les mains des politiques? C'est curieux. Dans nos nations sous-développées, dans nos nations dictatoriales, faire de la politique, c'est avoir beaucoup d'argent. Tous ceux qui font la politique, ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le système est dictatorial. En effet, comme l'argent de tout un pays appartient au président de la République, pour la conservation de son pouvoir, il mouille la barbe, il corrompt tous les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition, de telle sorte que rien ne se remue dans le pays. Parce qu'eux, ils ont gagné leur part. Donc, vous devrez vous battre de telle sorte que la politique soit décentralisée. Et dans un système dictatorial, si l'homme politique a beaucoup d'argent, c'est parce que toutes les décisions d'un pays proviennent de l'exécutif, c'est-à-dire des hommes politiques. L'Assemblée est quasiment un secrétariat de l'exécutif. Et ce n'est pas bon. Donc, les gens se battent pour devenir députés, pour devenir secrétaire général, pour devenir maire, pour devenir quoi? Tout simplement pour gagner de l'argent et mettre dans la poche. Or, dans une nation décentralisée, je ne voudrais même pas être maire parce que je n'y gagne rien. Je gagne presque le SMIC. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas mon appartenance à un parti politique qui me donnera de l'argent, mais mon travail de maire. Je suis au conseil général, je gagne presque le SMIC. Donc, mais dans nos pays, tu es au conseil général, tu es bourré d'argent. Et donc, vous ne voudrez pas ôter le dictateur parce que vous gagnez très bien. C'est cela que j'appelle ôter les finances entre les mains des politiciens. Donc, c'est une bataille qu'il faut mener. Et c'est pour cela que vous êtes en train de vous rendre compte que je n'ai pas voulu mettre trop d'exemples pour ne pas vous... comment dirais-je, vous fanatiser. Parce que vous avez la liberté de comprendre c'est quoi ce processus et l'entamer par rapport à votre capacité politique. Ôter la puissance militaire aux dirigeants. Dans notre nation, notre armée est appelée une armée Cobra, c'est-à-dire une milice de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est même plus une armée. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des problèmes pour intercepter un criminel. C'est la milice de Sassou qui s'en va l'intercepter. Et quand vous suivez les vidéos qui sont en train de courir, vous vous rendez compte que ceci, ce n'est pas une armée de professionnels. Donc, dans nos nations, la force armée est entre les mains de l'exécutif. Alors là, le pays est KO. Il ne pourra jamais se développer. Or, il faut ôter ce pouvoir-là. Un président de la République a un cabinet de sécurité composé au moins d'une vingtaine de personnes. Parce que
les autres forces qui protègent le chef de l'État ne sont pas la garde présidentielle, mais la gendarmerie du pays, ou quelques divisions de l'armée du pays, donc des troupes qui ne dépendent pas directement du chef de l'État, mais qui dépendent du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense. Mais chez nous, la garde présidentielle, le chef de la garde présidentielle est un général, comme le président qui est un général. Un général a une troupe, normalement de 10 000 soldats. Donc, vous conférez la garde présidentielle d'un président à un général. Donc, 10 000 soldats qui doivent garder le président. Conséquemment, vous lui donnez la force militaire d'imposer ses lois et de ne pas respecter les autres institutions parce qu'il les écrase. Et donc, c'est cela que j'appelle ôter la puissance militaire aux dirigeants. Voilà les actes politiques qui vont démontrer que vous avez une maturation, une maturité politique. Ôter la superpuissance de l'exécutif. Il est impossible aujourd'hui que l'on puisse poursuivre le chef de l'État qui vole tout l'argent du pays. Parce qu'il n'y a aucun mécanisme judiciaire qui puisse investiguer sur les finances, la caisse noire du chef de l'État, les dépenses et tout. Il n'y a pas une institution juridique qui puisse investiguer dans ce sens. Pourquoi? Mais parce que dès que vous entamez quelque chose, il donne son mot d'ordre et cela casse tout. C'est très important que vous sachiez cela. Dans notre nation, le Congo par exemple, on dit qu'il faudrait qu'il y ait la transparence de la gestion budgétaire. Or, les voleurs sont dans l'exécutif. C'est-à-dire le président de la République lui-même, ses fils biologiques, ses filles biologiques, sa famille biologique, sa famille politique. Est-ce qu'il voudra qu'une entreprise politique puisse le mettre à la cathode, c'est-à-dire remonter la filiale jusqu'à lui et ainsi le soumettre à la justice? Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait un exercice de votre maturité politique pour ôter cette superpuissance de l'exécutif. Pour que l'exécutif soit aussi puissante que le législatif, l'exécutif soit aussi puissante que le judiciaire, l'exécutif soit aussi puissante que la presse et les médias, l'exécutif soit aussi puissante que l'administration. C'est-à-dire qu'un commissaire de l'administration, un haut gradé de l'administration peut vous faire la démonstration que l'administration ne marche pas parce que la présidence de la République vole. C'est possible dans les nations démocratiques. Mais chez nous, ces choses-là ne peuvent pas exister. Donc, vous allez vous arranger de faire de telle sorte que vous puissiez ôter la superpuissance de l'exécutif. Bien, il reste la conclusion. Je vais vous la lire parce que c'est une page toute simple. Ce sont des actes politiques que nous devrions faire, et cela pour rassurer tous les Congolais que nous avons pu, en État, imposer la volonté du peuple aux dirigeants, oligarques et kleptocrates nationaux, soutenus par la puissance ex-coloniale, la France, celle qui aura longtemps pensé que nous n'étions pas capables de parvenir à nous libérer, à cause de sa mainmise sur nos différents dirigeants dictatoriaux qu'ils faisaient et défaisaient selon la girouette de leurs intérêts économiques, financiers et bancaires, ceux qu'ils auraient aussi vassalisés directement et indirectement, ils l'auraient fait contre nous. C'est ainsi que se marque la maturité d'un peuple qui se bat contre les forces et les puissances supérieures et internationales, dominantes, exploiteuses, opprimantes, assujettissantes, aliénantes, abrutissantes. Plusieurs ne peuvent pas comprendre le pouvoir du fait que nous devrions commencer par cela afin d'élaborer la nouvelle constitution. En effet,
c'est parce que nous devrions marquer que nous avions rompu les contrats archaïques que les pères de l'indépendance signèrent avec la France et que nous avions réfléchi, nous avions redéfini de nouvelles relations entre le Congo et la France en démontrant ainsi que nous avions mûri politiquement et que cette force que nous avions ainsi déployée l'aura été en convainquant dans la non-violence et en manifestant plus de sagesse et d'intelligence congolaise et de conviction politique dans le patriotisme. Prouver que ce que les puissances coloniales dénièrent aux pères de l'indépendance, à savoir notre maturation politique, s'exprimant par notre patriotisme, nous avions acquis cela. Il nous le faille obligatoirement, et cela pour marquer cette époque au cours de laquelle nous avions été capables d'arracher notre indépendance socio-économique, financière et bancaire qui détermine notre croissance à tous égards en face de la France et d'autres puissances internationales. Nous ne devrions pas oublier que, quel que soit ce que nous pouvons penser, nous avions acquis des victoires dans la réalisation de notre indépendance. Nous l'avions sécrétée, même si les Occidentaux pensent qu'ils nous l'ont décrétée. Confiée à la représentation nationale élargie à la seconde conférence nationale souveraine congolaise, le devoir d'élaborer la Constitution fera d'elle 1. Le fondement de la fin de la dictature et 2. La réconciliation nationale. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne le troisième point de ce programme de 24 points pour réaliser la révolution des mentalités et sortir le pays de toute dictature. Donc vous avez compris que la problématique telle que posée et les solutions telles que proposées sont applicables à n'importe quelle nation soumise à une dictature. Qu'il s'agisse de Haïti, même qu'il s'agisse des dom-toms françaises qui veulent se libérer, ce processus est très bien acquis pour sortir du sous-développement et de la dépendance de la France métropolitaine ou de la dépendance de n'importe quelle ex-puissance coloniale. Voilà ce que je voudrais vous dire et donc à vous de réagir. Donc, je vais vous laisser la possibilité pour ceux qui sont sur le Zoom d'ouvrir vos micros et de poser aussi des questions.